éthique. Merci. Merci à vous. Alors, je remercie les organisateurs déjà de me donner la possibilité de vous rencontrer. Et puis, je les félicite aussi pour leur organisation parce que en fin de journée, avoir respecté le timing, bravo. Bravo. Et donc, je vais m'astreindre à le respecter et à ne pas déborder au-delà de ce qui avait été prévu. Donc, Noémie a précisé que j'étais le directeur de l'espace de réflexion éthique des Pays de la Loire. Ça me donne une petite légitimité pour parler d'éthique, mais certainement pas une compétence. Et donc, je vais essayer de vous montrer que la démarche éthique est une affaire citoyenne et que ça peut concerner tout le monde. Alors, le sujet, on poursuit ce qui a déjà été dit, et je remercie vraiment les interventions précédentes qui ont éclairé de façon tout à fait positive ma perception de ce concept. J'ai remis quelques mots qui sont destinés à préciser un peu ce que j'entends quand j'entends le mot « aller et venir », donc une intention, un objectif, un cheminement et un environnement adapté. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Donc la liberté d'aller et venir, c'est pouvoir se déplacer librement, pouvoir mouvoir son corps sans entrave, choisir son mode de déplacement et aussi, et là, s'agissant des EHPAD, ça a son importance, choisir son lieu de résidence. Alors, la loi d'adaptation de la société au vieillissement a été à l'origine de cet article que j'ai repris sur cette diapo du Code de l'action sociale, où il est écrit que le contrat de séjour peut comporter une annexe qui définit les mesures particulières à prendre pour assurer l'intégrité physique et la sécurité de la personne et pour soutenir l'exercice de sa liberté d'aller et venir. Donc ça, c'est dit, c'est un texte qui s'impose à tous. Et alors, les dispositions prises dans le cadre de cette annexe au contrat de séjour doivent promouvoir l'exercice de cette liberté d'aller et venir et assurer l'intégrité physique et la sécurité du résident. J'ai mis ça de couleurs différentes pour essayer de commencer à construire le dilemme auquel nous sommes collectivement confrontés. Donc en 2004, il y avait une conférence de consensus, j'en prends juste un élément, qui rappelait qu'il n'existait pas de base légale à la restriction de la liberté d'aller et venir dans les établissements médico-sociaux. Toute restriction d'aller et venir n'est envisageable que si son bénéfice l'emporte sur les risques éventuels induits par le maintien de cette liberté. Alors, on voit tout de suite la fragilité de ces mots et du sens que les uns ou les autres peuvent leur donner. Y aurait-il des arguments qui pourraient conduire à aller contre cette liberté d'aller et venir, c'est-à-dire à la limiter? Empêcher les déambulations. Éviter les fugues. Alors, j'ai mis fugue. Fugue, je l'ai mis entre guillemets, parce que c'est un mot qui me semble totalement inapproprié. On pourrait éventuellement parler de la fugue d'un adolescent. Ça ne me semble pas du tout adapté quand on parle de la volonté d'un résident d'aller d'un point à un autre. Autre argument qu'on pourrait trouver pour limiter la liberté d'aller et venir, c'est diminuer le risque de chute. Et puis, l'isolement institutionnel, la quarantaine, situation de crise de façon beaucoup plus exceptionnelle. Alors les moyens. Les mots contention sont utilisés non pas dans le cadre de ce qui a été défini tout à l'heure, mais plutôt comme synonyme de la limite à la liberté d'aller et venir. Alors, on connaît les systèmes physiques, ça commence avec les barrières de lit, en passant par la ceinture pelvienne, comme j'ai essayé de l'illustrer sur cette diapo. La contention chimique, pareil, on met ça entre guillemets, les anxiolytiques, etc. Et puis la surveillance électronique, ces bracelets GPS qui sont de plus en plus présents dans les établissements et qui sont destinés à limiter, dans la mesure du possible, les fugues. Et je remets des guillemets volontiers au mot fugue. Alors on se trouve dans un dilemme, et j'ai commencé à en dire quelques mots, qui est d'un côté la liberté du résident. Alors je mets résident, je pourrais mettre résidente, c'est un terme générique. Donc d'un côté sa liberté, sa capacité de se déplacer, d'aller et venir, et d'autre côté sa sécurité. On a l'impression que ce sont deux éléments qui se télescopent en permanence, sous le regard d'abord des professionnels, mais aussi des proches, qui s'estiment responsables de l'un et de l'autre. Donc voilà ce qui fait
le cœur de la pratique dans beaucoup d'établissements qui ont cette volonté de respecter et l'un et l'autre. Alors, en 2013, ça avait fait beaucoup de bruit, il y a 5 ans maintenant. On avait vu dans les journaux apparaître des phrases extrêmement violentes qui, pour beaucoup, ont, et ça c'est logique, blessé les professionnels, dans la mesure où on assimilait les EHPAD à des prisons. Les maisons de retraite sont-elles des prisons? Privation de liberté en question, etc. Et ça vient de ce que, à l'époque, le contrôleur général, Jean-Marie Delarue, s'était exprimé et avait comparé les établissements médico-sociaux, les EHPAD, à des lieux de privation de liberté. Alors, il s'était fait un peu sermonner par la ministre à l'époque, et il avait quand même précisé que bon, c'était peut-être un peu violent cette façon de s'exprimer, et que de faire rentrer dans son périmètre de contrôle les EHPAD s'opposait à 4 obstacles, et je vous les cite parce qu'ils sont quand même intéressants. Aucune décision d'une autorité publique n'a été à la source de l'arrivée d'un résident ou d'une résidente dans l'établissement. Alors, il avait utilisé le mot de placement de la même façon. Le mot de placement ne me semble pas tout à fait approprié. Deuxième argument qu'il avait trouvé, c'était la réalité de cette privation de liberté, rappelant, et c'est ce qu'on vient de faire dans l'introduction, que dans la théorie, il n'y a aucune interdiction d'aller et venir qui soit applicable dans les EHPAD. Troisième élément, et ça on l'attendait quand même, il trouvait un petit peu difficile, un peu odieux, et même peu respectueux, tel qu'il le dit, que des anciens, c'est comme ça qu'il appelle les résidents, puissent être associés aux populations qui sont prises en charge ou prises en compte dans les établissements pénitentiaires. Puis enfin, dernier élément qu'il avait mis en avant, l'ampleur du problème, c'est-à-dire que les effectifs sont tellement peu importants dans son service qu'il voyait mal comment il pourrait aller du côté des établissements pour personnes âgées. Alors, quelle place pour l'éthique dans cette affaire-là? Et encore une fois, l'éthique, c'est une affaire qui nous concerne tous. Alors, juste un mot pour que les choses soient dites. L'éthique, ce n'est pas la morale. La morale, c'est binaire, ça commande, ça impose, ça contraint, ça interdit. En revanche, l'éthique, en tout cas telle que je la pratique, ça interroge, ça questionne, ça naît du doute, de l'interrogation, du malaise. C'est finalement une autre façon de poser la question que faire pour bien faire. Et le bien, je l'ai fait ressortir en couleur pour expliquer que ce n'est pas le bien universel qui serait le contraire du mal. C'est au contraire un bien tout à fait singulier, un bien individuel qui est à construire en permanence. Alors les questionnements, on parlait de questionnements en matière d'éthique, ils sont assez nombreux, j'en ai mis là quelques-uns. Comment prendre en compte les vulnérabilités de la personne âgée et en même temps protéger ses droits et ses libertés? Comment concilier l'exigence de protection de cette personne avec l'exigence du respect de son autonomie? Pour protéger une personne, jusqu'où est-il possible de la contraindre? Et ce que je pose là comme question concerne aussi bien le médico-social que le sanitaire, on pourrait parler du handicap, etc. Jusqu'où la sécurité des personnes justifie-t-elle une limitation de sa liberté? Quelle place peut-on laisser aux proches? Et enfin, c'est probablement la question la plus pertinente, qui est légitime pour décider? La réflexion éthique, elle s'inscrit dans une démarche, je l'ai dit, dynamique, singulière, qui s'inscrit dans une temporalité, mais qui impose, on ne saurait faire de l'éthique tout seul dans son coin, qui impose une collégialité, idéalement une interdisciplinarité. C'est pas mal finalement de réfléchir quand on ne vient pas tous de la même planète, quand on n'a pas tous les mêmes réflexes métiers. Et je fais une petite parenthèse, l'espace que je dirige a comme mission notamment d'accompagner dans les établissements médico-sociaux, mais aussi sanitaires, toutes les initiatives de création
de groupes de réflexion éthique. Et quand ces groupes se mettent en place, je propose, les établissements font bien comme ils veulent, je propose que, ça ne soit pas forcément le directeur de l'établissement qui soit en charge de ce groupe, que dans ce groupe, on puisse trouver, c'est vrai, des professionnels, des soignants, mais aussi des usagers, mais aussi des membres du CVS, pour que justement, en croisant les regards, on puisse faire émerger des positions qui ne soient pas ni des postures professionnelles, ni des postures, on va dire, métiers. Je fais attention aux mots que j'utilise. Et tout ça se fonde sur une argumentation, sur une délibération qui, encore une fois, se place en dehors du champ de la morale. Alors, je précise tout de suite, ce n'est pas parce qu'on fait de l'éthique qu'on abandonne ses valeurs morales. Mais on voit très vite la limite des arguments moraux quand on est face à ces questionnements que je viens d'évoquer. Alors, pour réfléchir, on a besoin de s'emparer de concepts. Et dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, ces concepts, ce seront le respect de l'autonomie de la personne et la notion de risque et de danger. J'en parle parce qu'on a évoqué la notion de sécurité et on ne saurait parler de sécurité sans évoquer ni le risque ni le danger. Alors le respect de l'autonomie. L'autonomos, ça vient du grec, ça veut dire se donner à soi ses propres lois, c'est-à-dire être capable de faire des choix, de prendre des décisions pour sa vie. Et la question qui vient tout de suite, à partir de quand ou sur quels arguments peut-on disqualifier la capacité d'une personne à prendre des décisions la concernant? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que, deuxième question, le respect de l'autonomie ne se limite qu'au seul consentement? Est-ce que l'autonomie ne doit pas être promue en intégrant la personne aux décisions qui la concernent? Alors, risque et danger. Je fais une différence. Alors, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi et on pourra en discuter. La notion de risque, je la distingue de celle de danger dans la mesure où le risque doit pouvoir s'accompagner d'une contrepartie. C'est-à-dire qu'on prend des risques avec l'idée d'un bénéfice éventuel. Et c'est une démarche qui anticipe une réalité. C'est finalement la conséquence d'un choix assumé. À la différence du danger, qui lui est une menace imminente, qui peut très vite mettre en péril l'intégrité physique, qui impose un secours, donc une aide, et qui introduit la notion d'urgence. Donc je fais vraiment une distinction entre le risque et le danger. Et là j'ai un mot, je ne suis même pas sûr qu'il existe, mais bon, la pathologisation du risque, c'est-à-dire transformer un risque presque en statut médical. On entend souvent un résident chuteur, un résident fugueur. Alors, vous avez vu que j'ai à nouveau mis des guillemets, parce qu'on ne saurait limiter une personne à cette seule réalité qu'elle fait des chutes ou qu'elle cherche à aller se promener. Ce risque de centrer l'approche de cette personne uniquement sur des pertes. C'est le risque d'enfermer la personne dans ses seules vulnérabilités et c'est surtout d'avoir la naïveté d'imaginer que le risque zéro peut exister, ce qui me semble une utopie. Alors, je vous prends un exemple, une situation pas tout à fait exceptionnelle, vous allez en juger. Cette dame, elle a 85 ans, elle vit dans un EHPAD depuis 18 mois, elle a perdu son mari et ses enfants vivent à proximité de cet établissement. Lorsqu'elle était chez elle, son maintien à domicile était devenu compliqué parce qu'elle tombait, elle oubliait le gaz, elle le laissait ouvert. En tout cas, il était difficile d'imaginer qu'elle puisse rester toute seule à la maison. Elle a accepté, vous comprendrez pourquoi j'ai mis des guillemets à accepter, d'être accueillie dans cet établissement. Cette dame, elle arrive à faire ses transferts toute seule, elle marche un peu dans sa chambre, mais tout le monde autour dans l'établissement est conscient qu'elle peut encore tomber et font preuve de bienveillance vis-à-vis de cette femme. En accord avec ses enfants, le directeur, l'équipe médico-soignante a décidé de ne pas instaurer de contention
pour cette patiente, pour cette résidente. Par contre, et ça la rassure, elle demande la nuit à bénéficier de barrières dans son lit. Au cours des 3 derniers mois, elle est tombée 2 fois. Elle ne s'est pas fait mal, elle a eu des bleus, mais pas de fracture. Malgré ces chutes, l'équipe décide de ne pas instaurer de contention passive. Alors les enfants ne sont pas d'accord, je vous passe les détails, mais ils étaient sur un mode qui consistait à dire on n'a pas fait rentrer notre mère dans cet établissement pour qu'elle ait les mêmes risques que lorsqu'elle était toute seule à la maison. Donc ils insistent auprès du directeur pour que des contentions passives soient mises en place. Mais malgré ces troubles cognitifs, et cette dame en a, elle continue d'exprimer sa volonté d'effectuer ces transferts et refuse clairement toute contention. Donc on voit très bien le dilemme apparaître. D'un côté, le choix de cette femme, son autonomie, comme on l'a évoqué, puis de l'autre côté, sa sécurité. Voilà pourquoi on parle de dilemme. Alors les questions, elles sont là. Hein. Est-ce qu'elle mesure vraiment, cette dame, les risques qu'elle a à se déplacer, les risques de chute? Est-ce qu'elle est exposée à un risque ou bien à un danger? Quelle est la véritable responsabilité des professionnels? Est-ce que parce qu'elle a des troubles cognitifs, sa parole ne peut pas être entendue? Est-ce que son autonomie, en l'espèce, est réellement respectée? Et la contention serait-elle réellement bienfaisante pour cette dame ou pour l'équipe? Donc ces questions sont souvent l'objet de discussions dans les groupes éthiques dont je parlais, la réflexion collégiale, interdisciplinaire. La réflexion éthique n'a pas pour objet de définir une norme, de trouver des recettes magiques. Elle a l'objectif de, 1, ouvrir la parole, entendre les uns et les autres et trouver la moins mauvaise solution. Une page de pub avant de conclure. L'espace de réflexion éthique organise sa 3e journée le 15 juin prochain à Angers, Terra Botanica, sur le thème de la liberté d'aller et venir. Les inscriptions et les renseignements sur le site erepl.fr. Et je vous remercie de votre attention. Merci Miguel. Alors j'imagine qu'il y a plein de questions ou commentaires ou pas. Il nous reste encore un peu de temps pour échanger.